l'objet comment dire, de la sobriété. Alors, je me présente, je m'appelle Gérard Poujade, je suis maire d'une commune de 2000 habitants depuis 2001. Nous avons mis en place un agenda 21 dans les toutes premières années de notre tout premier mandat et on a comment dire, fait participer la population pour se caler sur un certain nombre de définitions. Et donc, lorsqu'il s'est agi de la sobriété, c'est un sujet qui est compliqué à définir, mais en fait, une des manières de le définir, on l'a défini par son contraire. Le contraire de la sobriété, on a très vite défini que c'était l'ébriété. Et en fait, on s'est rendu compte que autour de nous, ce qu'on avait, c'était une société de l'ébriété qui conforme tout un chacun dans le consumérisme et plus que ça, dans des croyances consuméristes. Et donc l'objet, pour nous, ça a été pour l'énergie, avant même que le terme n'existe, c'est d'avoir une stratégie proche de celle de Négawatt, que l'on va voir dans la suite du diaporama. Je vois que le diaporama n'est plus sur l'écran, qui va concerner pas seulement l'énergie, alors l'énergie, mais pas seulement l'énergie, pour avoir une approche qui est celle, comment dire, de la sobriété d'une part, de l'efficacité d'autre part, et en fait de l'utilisation du renouvelable au sens large. Alors, je ne sais pas, Gaël, si vous avez pu remettre, je vois que non, que vous n'avez pas pu remettre le PowerPoint. Pour moi, l'écran est toujours partagé. C'est bon, on vous a pris, il y a eu un tout petit peu de coupure. OK. Donc là, vous avez la page côté 1 sur 9 du diaporama? Oui, tout à fait, c'est bon. OK. Donc, je commence par l'énergie parce que c'est là que le scénario de Négawatt est le plus connu. Et donc, chaque fois, il y a les trois dimensions, c'est la sobriété, l'efficacité et le renouvelable. Donc, la sobriété, pour l'énergie, c'est comment on éteint la lumière, comment on baisse le chauffage. Donc, ça, c'est la brique sobriété qui est l'objet de la présentation du jour. Ensuite, il y a la partie efficacité. C'est, par exemple, comment on isole les murs, comment on installe des LED, mais pour le coup, on fournit, comment dire, la même prestation à la fin. Et ensuite, il y a les usages du renouvelable, c'est l'énergie solaire, l'éolien, la géothermie, bon, tout ce que l'on connaît de par ailleurs. Et donc ça, on a généralisé la pratique de ça à d'autres choses. L'autre chose, une mairie, ça construit beaucoup de routes. Et dans les routes, il y a un élément qui est très important, c'est les granulats. Les granulats, le goudron et tout ce qui va avec. Et donc, la première chose que l'on a faite, ça a beaucoup surpris à l'époque la DDE, la direction départementale de l'équipement qui existait à l'époque, on a commencé par dire qu'on voulait des routes moins larges. Alors, moins larges, c'est très, très sobre. Alors, à l'époque, on m'avait dit, mais oui, mais si vous faites moins large, les gens ne pourront pas rouler. On leur a dit, ben, ça tombe bien, justement. On ne veut pas que les gens roulent vite. Donc, si on construit plus étroit, ils rouleront moins vite et ça aura coûté moins cher. Ensuite, l'efficacité, ça consisterait à produire ses propres granulats. Et donc aujourd'hui, sur la commune, on a une société qui s'appelle Albi Béton Recyclé, qui recycle, comment dire, tout le béton de l'agglomération et qui produit des granulats qui sont des granulats de récupération. Et ensuite, il y a une manière de faire du renouvelable, c'est de suppléer le granulat de carrière par le réemploi sur place, en particulier quand on construit une tranchée, c'est de savoir réutiliser ce que l'on creuse à ce moment-là pour le remettre en tant que granulat en lieu et place de matière première. Et donc là, il y a un scénario complet. Alors de négawatt, il ne devrait pas s'appeler comme ça, il devrait s'appeler néga-granulé, mais c'est peut-être moins commode à dire. Granulat, pardon, néga-granulat. Et donc, il consiste à économiser la ressource sable, la ressource des mines et carrières. De la même façon, pour l'eau, on a parmi les premières choses que l'on a mises en place qui ont été un peu significatives à un niveau national, on a mis en place, j'y reviendrai plus tard, une tarification sociale et progressive de l'eau. C'est-à-dire plus on consomme des mètres cubes, plus on paie le mètre cube cher.
Mais là aussi, il y a une attitude néga-haut qui consiste à faire en sorte que lorsqu'on construit des logements neufs, eh ben, on le fait avec une douche et pas de baignoire. Quant à l'efficacité des robinets, ben, on installe des économiseurs sur les robinets ou sur les pompes de douche. Et pour ce qui est du renouvelable, c'est de voir comment on utilise l'eau de pluie ou les eaux grises pour des usages comme ceux des toilettes ou de l'arrosage. De la même façon, pour les terres, alors à l'époque, on avait été un des premiers PLU en France en 2005, qui avait été délibéré en 2005, qui avait réduit les surfaces constructibles de plus de 2 tiers. Donc en 2005, tous les collègues maires du département avaient dit que c'était déjà mon dernier mandat, que je ne m'en rendais pas compte, mais d'avoir été le premier à supprimer les surfaces constructibles, j'étais complètement fou. Et donc, on avait fait plusieurs choses en même temps dans ce PLU-là. On avait supprimé les surfaces constructibles, on avait réduit la taille des parcelles et on avait même changé de paradigme, à savoir que avant ce PLU, la règle sur la commune était de ne pas pouvoir construire sur des terrains de moins de 1500 mètres carrés. Et après le PLU, la taille moyenne de la parcelle, on l'a ramenée à 250 mètres carrés. Donc, c'est un vrai changement de paradigme. Et ça entraîne une sobriété de la consommation des terres. L'efficacité, c'est de savoir intégrer de la hauteur. Alors moi, j'ai une commune périphérique de ville qui est plutôt semi-rurale, semi-urbaine, je ne sais pas comment il faut dire. Et donc, c'est de savoir intégrer de la hauteur avec du R+1, du R+2, du R-1, c'est-à-dire de savoir faire des étages en dessous pour garer les voitures et de savoir, dans l'efficacité, foisonner les parkings, c'est-à-dire pour qu'un même parking puisse servir à un commerce en la journée, à la restauration entre midi et deux ou le soir, ou à des voisins ben, la nuit quand ils rentrent de travailler. Le foisonnement est une manière de gagner de la surface sur les parkings. Et enfin, le renouvelable, c'est de reconstruire de la ville sur la ville. Et pour cela, parce que ça ne se fait pas naturellement, les gens préfèrent construire sur des terrains neufs, en particulier les acteurs économiques. Alors le but, c'est pour faire en sorte que ce soit incitatif de renouveler comment dire, les vieilles installations industrielles ou commerciales, c'est de les taxer et de taxer les friches industrielles ou commerciales. En gros, le résumé, c'est que pour être sobre, il faut de suite employer le mot qui fâche. Être sobre, c'est être décroissant. Mais en fait, décroissant, c'est pas poli dans le monde politique, dans le monde administratif, préfectoral. Si vous êtes décroissant, vous êtes hyper mal vu. Si vous êtes sobre, ça passe. Mais en fait, vous n'avez pas le droit de le dire. Une fois, quelqu'un me posait la question, mais je dis, mais comment je peux être pour être décroissant? Et donc, je lui avais dit, une manière simple de commencer à être décroissant, tu te rases plus qu'un jour sur deux. Si tu te rases un jour sur deux, comme tu as un rasoir mécanique, un rasoir électrique, tu vas consommer 2 fois moins d'électricité dans ta vie. Et tu vas changer ton rasoir, au lieu de le changer au bout de 7 ans, ce qui semblerait être la durée de vie moyenne d'un rasoir électrique, tu le changeras tous les 14 ans. Tu consommeras moins de ressources et tu seras au choix, soit sobre, soit décroissant. Mais dans tous les cas de figure, si on veut être sobre, on ne peut pas se mentir, c'est qu'on est cohérent avec une politique très forte de décroissance. Mais ça, on n'a pas trop le droit de le dire. Alors on préfère l'efficacité de produire des investissements avec parfois des mesures d'impact préalables. Mais ce n'est pas toujours une bonne idée. À un moment donné, on m'avait proposé comment dire, une manière d'isoler un bâtiment. Et donc j'ai fait calculer le temps de retour sur investissement, mais par deux biais. Le temps de retour sur investissement en euros, mais en kilowattheure. Alors, en euros, c'était rentable au bout de 50 ans, mais en kilowattheure, ce n'était pas rentable avant 110 ans. Et donc, faire ce type de rénovation, à cause de l'énergie que ça demande, c'est tout sauf une bonne idée. Et enfin, pour ce qui est du renouvelable, c'est le préalable, c'est de voir comment ne pas altérer les ressources de la planète. Alors, moi, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que à quoi ça sert un élu? Un élu, ça sert à produire de la règle. Le moyen le plus puissant pour que l'on soit tous collectivement sobres, c'est de savoir produire de la règle. J'ai pris quelques exemples. Si vous limitez sur les autoroutes la vitesse à 110 au lieu de 130, mesure énormément populaire si l'on en croit les hommes politiques qui nous dirigent, en fait, vous économisez 15 TWh d'énergie par an.
Alors, je ne veux pas faire le technicien, les térawattheures, j'essaie de visualiser ça. La France consomme 1500 térawattheures par an. C'est-à-dire, si vous voulez économiser déjà 1%, mais contre rien, contre aucune mesure qui a quelque coût que ce soit en ces périodes de déficit budgétaire, vous limitez ça et vous diminuez de 1% la consommation énergétique du pays. Si vous voulez traduire ça en réacteur nucléaire, c'est une tranche et demie de réacteurs nucléaires ancienne génération. Une autre mesure, ça consiste à rédiger des PLU qui densifient l'habitat. C'est préserver la surface du sol. Et là aussi, c'est des mesures qui ne coûtent rien, ça n'est que de la règle. La loi ZAN qui vient de la consultation citoyenne après les Gilets jaunes, que tous nos élus actuels se chargent de détricoter, d'abord, à mon sens, elle n'était pas assez restrictive. Je ne suis pas sûr d'être très représentant de mes collègues élus, mais en clair, pour moi, avoir mis en place dès 2005 un PLU qui était un préalable à la loi ZAN où je restreignais énormément la capacité à pouvoir construire, c'est quelque chose qui change énormément les ressources d'une commune, parce que plus on construit dense, moins on a besoin de construire de trottoirs, de routes, de réseaux de flotte, de gaz, etc. Et donc c'est très économe, c'est très sobre, c'est très décroissant, et donc ça me permet d'avoir beaucoup investi sur la commune et d'avoir un budget qui est très peu endetté et avec une fiscalité qui est enviable, d'après ce qu'en disent les voisins, les communes voisines. Et la mesure que j'avais mise en place dès 2006 avec mon conseil municipal, c'est mettre en place une tarification progressive de l'eau pour rendre incitatives les réductions de consommation. À l'époque, on l'a mis en place en 2006, il y a eu deux vagues, au 1er janvier 2006 et au 1er janvier 2009. En l'espace de 4 ans, on a diminué la consommation d'eau moyenne par foyer de plus de 40%. Et en fait, ce que je voudrais essayer d'expliquer ici, c'est ce qui se passe, quelle est l'opposition à une politique de sobriété. En fait, en face de ça, on a une opposition qui est idéologique au scénario de la sobriété, c'est le dogme de la croissance infinie. Et donc, en face à la sobriété, vous avez l'ébriété. L'ébriété, c'est la promotion du gaspillage, c'est la publicité. La publicité est l'ennemi numéro un de la sobriété. Et quand on vous vend que vous avez les deux pour le prix de un, ben vous allez forcément, à un moment donné, en jeter un. De la même façon, en face de l'efficacité, on vous vend l'innovation, le marketing. Et donc, on vous dit comment on fait pour stocker plus sur un smartphone, mais pas que. On vous dit comment faire en sorte que vous ayez un SUV électrique parce que vous allez être écolo si vous avez un SUV électrique. Il n'y a pas moins écolo que d'avoir un SUV électrique. Ces choses-là devraient être interdites. Ou encore, on va vous dire qu'il y a une nouvelle lessive, la nouvelle lessive qui est furieusement semblable à l'ancienne, mais en fait, vous allez pouvoir la vendre plus cher. J'avais un prof dans mon école d'ingénieur où j'ai passé mon diplôme qui m'avait dit pour construire un produit nouveau, soit vous êtes le type du concours Lépine, vous inventez un truc et il vous faudra 10 ans pour faire passer l'idée, soit vous changez la couleur d'une lessive mais vous achetez beaucoup de publicité et vous ferez un carton, vous serez millionnaire. Et en fait, la dernière chose qui m'a beaucoup fait sourire après un voyage en Islande où j'ai découvert un produit laitier qui s'appelle le skyr, qui est une espèce de yaourt typique de l'Islande, je me suis rendu que dans l'innovation, il y avait un truc qui consistait à dire, ben voilà, il y en a à la banane, il y en a à la noix de coco, donc tout le monde sait que ce sont des produits qui sont largement cultivés en Islande, et vous avez de l'innovation phénoménale d'avoir du skyr à la noix de coco. Donc ça, c'est l'ennemi de l'efficacité, mais on y donne un nom positif qui est celui de l'innovation, et l'innovation paraît toujours comme une bonne idée. C'est juste, comment dire, une abomination, mais avec ce mot-là, elle est parée de tous les atouts. De la même façon, attendez, j'ai un problème. Hop, voilà. Vous avez le scénario politique que l'on vous tient, c'est celui du technosolutionnisme, c'est-à-dire une espèce de fuite en avant. Aujourd'hui, enfin, il y a quelques temps, j'ai vu que Jean-Marc Jancovici avait fait un article là-dessus, sur cette usine en Islande qui permettait de stocker le carbone. Donc c'est le technosolutionnisme absolu qui consiste à dire on va trouver des solutions techniques pour régler votre problème d'aujourd'hui. Et en fait, ce que l'on a vu, c'est que l'énergie qui était nécessaire pour stocker tout le carbone que l'on émettait est équivalent à toute l'énergie qui est aujourd'hui produite dans le monde.
Ça veut dire que pour stocker ce carbone-là, il faudrait en produire l'équivalent en termes d'énergie à ce jour. Et on nous fait croire à ces vieilles lunes et on nous pousse à investir dans ces domaines-là alors qu'elle n'amène rien. La vapoteuse pour ne pas fumer. C'est-à-dire, on a inventé un produit. Moi, j'ai un médecin qui m'a dit vous avez directement à vous faire des inhalations de glyphosate, vous irez plus vite qu'avec la vapoteuse. Mais personne n'a des études long cours sur les effets dont on commence à voir qu'il y aurait quelques petits problèmes. Mais en fait, on a une solution technique pour que vous ne fumiez plus. De la même façon, vous avez le tout nucléaire par un remplacement de la fusion par la fission. Et donc là, vous avez la vente de l'énergie infinie, quelque chose qui n'est absolument pas au point et pour lequel on n'a toujours pas vu une manière de la rendre positive en termes de création. Vous avez une autre version de ça, c'est la ferme aux 1000 vaches, ou la ferme aux 500 000 cochons, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est en Chine. Et là, on a construit une espèce d'usine qui est une ferme à cochons où il y a 500 000 trimères qui produisent des millions de tonnes de viande pour servir la clientèle chinoise. Et ici, en France, vous avez les syndicats agricoles qui n'y sont pas du tout opposés. En fait, ce qui se passe, c'est que dans cette opposition qu'il y a entre Négawatt et le dogme de la croissance infinie, c'est que d'un côté, vous avez des élus qui peuvent produire des lois pour la sobriété, et à mon avis, un élu, ça doit produire des lois, produire de la règle, en face d'une promesse prométhéenne qui fait de l'élu un acteur de cette communication-là, et sans avoir à comprendre ce dont il est de l'effet rebond. Et je terminerai par ça. En fait, le technosolutionnisme vend l'idée que si on innove, on va pouvoir résoudre le problème. Et c'est quoi l'effet rebond? C'est lié à un économiste qui s'appelait Jevons, qui a mis à jour ce qu'on appelle maintenant le paradoxe de Jevons, suite à l'invention ou le perfectionnement des machines à vapeur de James Watt, lui qui a donné son nom au kilowatt, au kilowattheure, etc. James Watt avait mis en place des locomotives qui allaient consommer énormément moins de charbon. Je crois que, de mémoire, les moteurs qu'il avait mis au point consommaient 95% de charbon en moins que les toutes premières qui avaient été créées. Et donc, cela a été fait parce qu'il avait une commande de l'État, enfin du Royaume-Uni, pour faire en sorte de préserver les ressources des mines de charbon du pays de Galles. Et Jevons avait dit, si vous faites ça, vous allez avoir une augmentation de la consommation du charbon. Parce que comme le kilomètre parcouru par un passager, par une tonne de marchandises va diminuer, vous allez pouvoir allonger le réseau, vous allez pouvoir multiplier les locomotives, multiplier les destinations. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du perfectionnement de la machine à vapeur, on s'est mis à consommer énormément plus de charbon et non le contraire. Aujourd'hui, on a la même chose avec DeepSeek qui va consommer moins d'énergie que ChatGPT ou ses concurrents. Ben, sans trop me mouiller et sous le paravent de Jevons, je vous dis que si c'est celle-là qui prend la main, on consommera juste beaucoup plus d'eau et beaucoup plus d'énergie par les IA de demain. Je vous remercie de votre attention. Gérard, quand on vous entend, Gérard Poujade, vous êtes le maire du Séquestre, commune de 2000 habitants juste à côté d'Albi. Quand on vous entend, on se dit qu'au fond, pour porter la sobriété de manière transversale dans une collectivité, dans une commune en l'occurrence, commune de 2000 habitants, pendant 3 mandats déjà, la meilleure manière c'est de mettre les pieds dans le plat, d'aller poser les difficultés qui peuvent être rencontrées en disant, et en affichant la couleur, en disant au fond on va vers la décroissance. Mais en vous entendant, on se dit aussi que dans votre conseil municipal, dans votre population, vous avez sans doute des gens qui sont un petit peu moins à l'aise avec ces concepts. Comment concrètement vous les amenez à voter favorablement, à soutenir dans la durée, à se retrouver au fond sur ces actions que vous portez tout azimut en matière foncière, en matière énergétique, sur l'eau, sur le papier, etc. Alors, quand on a mis en place la tarification pour estive de l'eau, on a vu qu'il y avait les 3/4 des factures qui allaient baisser
et qu'il allait avoir à peu près 20% des factures qui allaient augmenter. Et donc, on s'est dit, mais est-ce qu'on va avoir une levée de bouclier des fameux 20%? Un collègue astucieux du conseil municipal a dit, mais 20%, ils sont très, très minoritaires. Donc, quelque part, on n'en a rien à cirer. Mais en fait, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis cela en place et l'acceptabilité sociale que ceux qui consomment beaucoup plus payent l'eau moins cher, parce que quand il y a un système d'abonnement plus tout le monde au même prix pour le même mètre cube, c'est plus on consomme, plus le mètre cube est bon marché, en fait. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a eu aucune levée de bouclier, mais ce qui a été très vite induit, c'est que les gens se sont mis à mettre en place des process de récupération d'eau. Et en fait, le paradoxe n'est qu'apparent parce que ceux qui consomment le plus, ce n'est pas les familles nombreuses dans les HLM, c'est les gens qui sont aisés avec une piscine avec un niveau automatique. Et ces gens-là, ils ont plus de moyens que les autres pour mettre en place des systèmes de cuves de récupération d'eau, pour investir, comment dire, dans des filtres un petit peu partout, et donc consommer beaucoup moins. Et en fait, il y a deux choses qui se sont passées suite à cette mise en place de la tarification progressive. C'est que, les gens se sont mis à être plus économes de l'euro dans leur mode de fonctionnement. Le premier point du scénario négawatt, ils sont plus sobres simplement. Et ceux qui sont plus riches, et c'est en ça que c'est intéressant, ont pu mettre des dispositifs qui, eux, a diminué encore plus fortement leur propre consommation. Si je prends les routes, en fait, quand vous faites une route plus étroite, celui que on caricature, quoi, et qui est avec une caricature facile, celui qui est le bof du repas du dimanche, vous savez, qui a la bagnole qui veut aller tout le temps vite et qui va râler parce qu'on ne va pas assez vite. Mais en fait, il est hyper minoritaire parce que les gens veulent pouvoir aller vite sur les routes des autres, mais ils veulent tous que les gens roulent moins vite devant leur route à eux. Et donc, quand vous mettez des routes qui sont moins propices à l'accélération, en fait, celui qui habite à côté, il n'est pas si contre que ça. Si vous en profitez pour élargir le trottoir, il va être plus à l'aise pour marcher. Et donc, vous allez avoir un autre comportement. Aujourd'hui, on a fait sur nos habitants, on essaie de faire de la participation par le biais d'enquêtes pour comprendre nos populations. Et en fait, l'acceptation, elle est très, très grande, contrairement à ce que l'on veut bien dire. Et pour dire le travers que je trouve chez beaucoup de collègues qui hésitent avec la Lausanne, qui n'ont jamais assez pour construire, etc. Enfin, bon, voilà. J'ai 2000 habitants aujourd'hui, mais je suis maire depuis 4 mandats exactement. Mais en 4 mandats, on a doublé la population. On est passé de un peu plus de 1000 à près d'aujourd'hui, on doit être pas loin de 2200. Et donc, en densifiant, en occultant que très peu de terres nouvelles, mais en fait, l'objet, c'est la manière dont on présente ça. En fait, dans les associations, il y a des associations où c'est que le président est en place depuis 15 ou 20 ans, et à chaque fin d'assemblée générale, il finit par ce truc-là, par ce propos-là. Si quelqu'un veut venir me remplacer, il peut venir. C'est lui qui se pèlera, comment dire, tous les gens mécontents, qui verra comment il faut faire avec la préfecture maintenant, comment il faut remplir le budget. En fait, le président de l'association fait l'anti-promotion de postes pour lesquels il n'a finalement pas tellement envie d'être remplacé. Je trouve qu'il y a beaucoup de collègues qui font pareil. Ils présentent plutôt les inconvénients. Moi, je suis très surpris avec mes collègues maires qui trouvent des inconvénients à la Lausanne. Pour moi, elle n'a que des avantages, en particulier pour les budgets communaux, parce qu'elle évite de faire des surinvestissements, qui est une autre manière d'avoir de l'ébriété en termes d'investissement ou de consommation de nos territoires. Et donc, à présenter les défauts, ce n'est pas la population qui trouve les objections, c'est nous, les élus, qui portons le plus des objections. Merci. J'ai eu. Alors, il y a des applaudissements dans la salle, je ne sais pas si vous parlez. Est-ce qu'il y a éventuellement quelques questions dans la salle? Je vois une main qui se lève là-bas. J'en ai une avec une réponse. Je vous ai perdu. Est-ce que vous m'entendez? On va revenir là-dessus. Est-ce que vous m'entendez? Oui, à nouveau. Oui, à nouveau. Ouais, je vous entends, c'est bon? Je vous réentends maintenant. Ok. Alors, est-ce que le micro est parvenu jusque là-haut? Ah, mais il y a une question là-haut. Ok. Tout en haut, monsieur. Le micro ne fonctionne pas. Il y a un petit bouton qu'il faut monter. Ouais, c'est bon. Donc, Jérôme Flao du Grand Belfort.
au niveau de la tarification progressive de l'eau, avec les gens qui diminuent leur consommation, y compris chez ceux qui consommaient beaucoup, est-ce que, au final, on n'est pas conduit à augmenter le prix de l'abonnement pour garder un équilibre financier? Gérard, est-ce que vous avez entendu la question? Ouais. À vous la réponse. Alors, oui. Alors, la réponse est indubitablement oui. Le prix de chaque tranche augmente, mais ce qui se passe, c'est que la facture des plus modestes a baissé et aujourd'hui, 20 ans après et en euros, pas constant, hein, c'est-à-dire avec les euros, aujourd'hui, j'ai toujours plus de la moitié des compteurs d'eau qui payent moins aujourd'hui que ceux qui payaient à 20 ans. Mais oui, du fait que l'on consomme moins, en fait, ce qui se passe, c'est que la tarification progressive, c'est des tarifications par tranche, de 0 à 30, 30 à 60, etc., etc. Et en fait, il y a un prix au mètre cube, et ce prix au mètre cube évolue, et effectivement, moins on consomme, plus le prix de chaque tranche mètre cube augmente. En fait, c'est pas tellement ça qui est important, ce qui est important, c'est la facture. Et ce que l'on avait vu à l'époque, c'est l'extraordinaire proportionnalité entre les différents déciles qui payaient les déciles de consommation d'eau. Alors les déciles, je ne sais pas si ça vous parle. En fait, on a divisé tous les consommateurs en 10 tranches en fonction du nombre de mètres cubes qu'ils consomment. Et en fait, il y avait une extraordinaire proportionnalité entre les déciles de ce qu'ils consomment et les déciles de la pauvreté des gens qui avaient à l'intérieur, derrière ces compteurs. Et en fait, on se rend compte de quelque chose qui est très fréquent, hein, c'est que les gens qui sont riches, comment dire, naturellement, s'il n'y a pas des règles, ils se freinent beaucoup moins à la consommation. On va prendre une deuxième question, je crois qu'il y en avait, et deux autres questions, du coup, une au dernier rang et une au troisième rang. Jean-Marc. Oui, bonjour, Agnès Ospec, directrice du site Tom de Lons-le-Saunier. Je voulais vous demander, enfin je suis d'accord avec tout ce que vous présentez, c'est vraiment très bien dit. Vous n'avez pas parlé des déchets puisque vous n'avez pas la compétence déchets, mais j'aurais aimé avoir votre avis sur la logique que vous décrivez par rapport à la gestion des déchets dans votre commune et quelle est votre analyse par rapport à ça? Alors, je n'ai pas parlé des déchets, mais dans la liste que j'ai faite, j'ai essayé d'être sobre quant à la présentation parce que on avait évoqué de 8 à 9 minutes d'intervention, mais j'aurais pu prendre une dizaine d'autres éléments. La manière dont on traite ça sur les déchets, d'abord, c'est de dire quand même le discours charlatan du recyclage quand même. On va commencer par ça. Alors vous comprenez bien que je ne suis pas un gars qui est très adepte du consensus, mais il faut dire les choses. Moi j'ai un Intermarché chez moi, je lui dis, tu as 3 ou 4 rayons où tu vends du plastique, en fait, et tu fais croire que tu vends de l'eau ou du jus de fruits à l'intérieur. Sinon, tu ne vends que du plastique. Et donc la manière dont on œuvre avec les gens, avec le centre de loisirs, avec l'école, c'est de voir comment les gens ne consomment pas ces déchets. Ça, c'est le point numéro 1. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc absolument énorme sur le recyclage des déchets vêtements de cette année. En gros, les gros pollueurs, groupe LVMH, groupe Arnon, Auchan, qui financent Refashion, qui est l'organisme à qui l'État a confié le financement du recyclage des fringues et des chaussures, ne payait pas l'association Le Relais, qui n'arrivait plus à recycler le truc, quoi. Donc, le recyclage est un des gros problèmes. Et donc, ce qu'il faut, c'est la sobriété, c'est de faire en sorte d'anticiper et de pousser les gens à ne pas consommer en amont. Et donc, on a commencé par la mairie, être exemplaire, avec les jus de fruits, il n'y en a pas, ou c'est ça, des bouteilles en verre, et même le verre se recycle, mais enfin, il ne faut pas foirer trop les malins avec ça. La flotte, c'est pas mal. Le café, on le fait avec des filtres à café, pas avec des dosettes, enfin, et tout à l'avenant, quoi. Merci. On entend là toutes les actions de prévention des déchets que portent les collectivités, que peuvent porter les collectivités à compétences collecte. Dernière question, donc on passe à l'intervenant suivant. Oui, Jean-Marc Grosjean, bonjour, donc adjoint au maire à la ville de Pontarlier. C'était très audacieux de réduire drastiquement la surface des parcelles il y a quasiment 20 ans. Hein. Ma maison est posée sur une parcelle de 230 mètres carrés, donc je me rends bien compte ce que c'est d'avoir un mini potager, de ne pas pouvoir planter un arbre, etc. Donc c'est la densification, c'est très bien. Donc j'ai bien entendu que la population avait augmenté dans votre village, mais est-ce que vous avez vu une évolution de la typologie des habitants, des nouveaux arrivants dans ces nouvelles constructions?
est-ce que ça, au final, fait augmenter la part soit de primo-accédants ou de jeunes foyers, peut-être à revenus plus modestes, le terrain étant plus petit, la maison plus petite, et peut-être une moindre partie de personnes qui auraient plus de moyens et donc qui cherchent des terrains plus élevés? Est-ce que vous avez pu peut-être voir ça par rapport aux communes d'à côté qui, elles, par contre, ont peut-être eu un autre type de population au regard des surfaces de terrain, donc du prix du foncier? Alors, votre question traite de l'urbanisme et je vais essayer d'être très compact dans la réponse parce qu'il faut laisser la place à l'intervenant qui suit, mais ça, il y a des tas d'orientations. Quand le PLU est sorti et qu'il a été un peu connu localement, dans toutes les réunions d'associations des maires locaux, etc., tout le monde se foutait de moi en me disant « mais tu vas faire venir tous les cassos de l'agglomération, mais ça tombe bien, nous on ne les veut pas, tu les prendras et puis ce sera bien fait pour toi ». À ceci près, c'est que quand vous construisez votre maison sur un terrain de 200 mètres carrés, il faut quand même, enfin ici, avec le prix du terrain de l'époque, entre 130 et 180 000 euros. Donc des cassos qui amènent 130 à 180 000 euros, on peut en discuter. Ça, c'est une chose. Dans le même temps, à l'époque, j'avais 1100 habitants. Je suis dans une agglomération. Je n'avais aucune obligation de la loi SRU. Alors, pour mémoire, c'est d'avoir 25% de logements sociaux. Mais le premier truc qu'on a délibéré, c'est que notre commune est appelée à grandir. Et donc, on fait en sorte, en plus d'avoir des parcelles en accession à la propriété, c'est d'avoir des logements sociaux. Aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, sur la commune, on a 2200 habitants, à peu près 1100 logements, mais il y a 180 logements sociaux sur la commune. Je suis passé de 0 à 16% de logements sociaux sur la commune. Et donc, en fait, on a une grande variabilité de gens qui sont venus habiter. Et est-ce que les gens qui sont venus habiter dans l'accession à la propriété sont des gens qui ont un sociotype particulier? Finalement, un des trucs qu'on trouve très intéressant, c'est qu'on a des gens qui ont des revenus modestes. Le voisin qui est en face de chez moi, il a construit terrain, maison, frais d'architecte, parce que c'est une maison d'architecte, frais de notaire et tout. La maison lui est revenue à 130 000 euros. 137 000 euros. Et donc, il m'a dit, de toute façon, s'il n'y avait pas eu ça, je n'aurais jamais pu acheter sur Albi. C'est une chose. Et donc, c'est quelqu'un qui a des revenus modestes, il travaille à l'hôpital d'Albi, enfin, très bien. Mais si je prends ma maison mitoyenne à gauche, c'est quelqu'un qui a des revenus à plus de 4 000 euros par mois, qui n'est pas du tout dans la même tranche de revenus. Et si je ne fais que ma rue, vous avez, comment dire, un écart type qui est important par rapport aux revenus moyens de la rue. En clair, il est venu très naturellement des populations très différentes. Alors, je n'ai pas fait un truc pour que ça se passe comme ça. Je vous parle 20 ans après les premières constructions. Je connais à peu près, pas toutes les maisons, mais pas loin. Je dois bien connaître par leur nom, prénom, 80-85% de la population. Et ce qu'ils font, là où ils travaillent, et leur niveau de vie. Et je vois bien que les gens qui sont venus, ils sont de toutes conditions. Merci beaucoup. Merci Gérard pour ce témoignage. Voilà un aperçu de ce qu'on peut faire à côté d'Albi en matière de sobriété dans différents domaines. Alors on va enchaîner, vous avez posé une question sur la tarification en eau. Quand on lance des démarches qui visent à diminuer la consommation d'eau, la consommation d'énergie, la production de déchets, et qu'on a en face des investissements pour des infrastructures sur des canalisations en eau, sur des incinérateurs, on a construit souvent les tarifs sur un certain volume qui allait arriver. Comment ça se passe quand on réduit ce volume? Quel impact sur les tarifs? Eh bien, c'est le sujet que vous avez exploré, Nicolas Riot, que vous avez exploré pour le ministère depuis plusieurs saisons. D'ailleurs, vous êtes à la saison 5 de ces réflexions. Alors, s'il y a un micro qui peut revenir vers nous, puis je vais en profiter pour revenir à notre support fil rouge. Hop. Alors, j'en profite pour le préciser, vous aurez accès à tous les supports. Et je fais un deuxième point logistique. Vous avez vu qu'on a un petit peu débordé au niveau horaire. Je pense qu'on va aller ensemble jusqu'à 12h45 à peu près. J'espère qu'on puisse tenir ce 12h45. Nicolas, expliquez-nous, quels sont les constats que vous avez faits en matière de services urbains, de lien entre services urbains et diminution de la consommation?
Alors, ce qu'on a fait effectivement dans ce travail, qui est un chantier un peu au long cours qu'on a mené avec mes collègues d'IBCity, d'Expedia, et puis moi je suis ce qui s'appelle partie prenante, c'est de regarder la sobriété dans le sens inverse. C'est-à-dire que le réflexe qu'on a, et on le voit aussi dans les échanges d'aujourd'hui, c'est plutôt d'aborder la sobriété du côté de la demande, sur comment on va encourager les usagers à être plus sobres dans leur consommation. Que ça soit des témoignages de gens qui sont proactifs, hein, qui veulent porter la sobriété. Exactement. Et ou que ça soit aussi les collectivités, mais comme consommatrices d'électricité, d'eau, etc. Nous, on a plutôt regardé la sobriété du côté de l'offre, en disant, si cette sobriété advient, si, comme vous le mentionnez à Belfort, ça marche et que du coup, les volumes consommés par habitant diminuent, qu'est-ce que ça va produire sur l'offre et sur son modèle économique, puisque c'est ça qu'on travaille depuis 10 ans maintenant sur la transformation du modèle économique des services urbains. Et en fait, c'est là qu'on s'aperçoit qu'assez vite, ça coince. Ça coince parce que ce qu'on voit, c'est que le modèle économique des services urbains, c'est vrai pour l'eau, mais c'est vrai aussi pour l'énergie, pour les déchets, pour la mobilité, comme pour l'aménagement, en fait, repose sur une logique de croissance continue des volumes. C'est ça qui va générer des économies d'énergie, enfin des économies d'échelle, et on est aussi sur des secteurs qui demandent des investissements importants, qui sont le plus souvent financés par l'emprunt, c'est-à-dire que c'est les consommations futures qui permettent de financer les équipements, les infrastructures d'aujourd'hui. Et donc on voit bien que dès que la courbe des consommations s'inverse, c'est potentiellement tout le modèle économique des services urbains qui se retrouve par terre, et donc c'est ça qu'on a essayé de travailler. Alors quels sont vous disiez, l'eau, les déchets, la mobilité, tous les secteurs sont concernés de la même manière? Alors, ils sont tous concernés, mais pas avec la même intensité. Et c'est ce qu'on a essayé de résumer à travers ce tableau-là, en essayant de décrypter, on pourrait dire un peu les vulnérabilités du modèle économique de chacun de ces services vis-à-vis de ce qu'on a appelé l'aléa sobriété. En disant finalement, la sobriété, elle va advenir, quoi qu'il se passe, de manière autant subie que choisie, du fait d'une pression sur la ressource, on a parlé des sécheresses, du fait des évolutions réglementaires, on a parlé du ZAN, du fait aussi d'une évolution des consommations. En fait, il y a 3 types de vulnérabilités principales. Une première vulnérabilité autour de la structure des recettes. Moins de consommation par habitant, la plupart du temps, ça veut dire moins de recettes d'exploitation, notamment pour les secteurs qui sont basés sur une tarification au volume. C'est pour ça que l'eau ressort fortement, et pas la voirie, parce que la voirie n'est pas... on ne paye pas la voirie au prorata de son usage. Et c'est là qu'on voit que, d'une certaine manière, la tarification incitative qui est vertueuse du côté de la demande, elle peut vite devenir vicieuse du côté de l'offre, et que finalement l'opérateur n'a aucun intérêt, une fois qu'il y a la tarification incitative, à ce qu'elle produise ses effets, parce que l'unité consommée la plus rentable est celle qui est sur des volumes importants, et que s'il n'y avait que des consommations minimum au tarif le plus bas, le service n'arriverait pas à obtenir son équilibre. Donc il y a une vulnérabilité du côté de la structure des recettes. Il y a une autre vulnérabilité du côté de la structure des charges. Je ne vous apprendrai rien en disant qu'on est quand même beaucoup sur des secteurs où la part de coûts fixes est extrêmement importante, souvent au-delà de 50 voire 75%. Et donc on a un effet ciseau entre des recettes qui diminuent et des charges qui au mieux se stabilisent, au pire augmentent. Parce que en fait, gérer les vides de four d'un incinérateur, c'est pas simple et c'est coûteux. Gérer un réseau d'eau qui n'est pas suffisamment mobilisé, pareil, c'est des coûts supplémentaires. Surtout dans un contexte où on est en plus, on arrive un peu en fin de vie de toutes les infrastructures d'après-guerre, du développement des services urbains. Et c'est la troisième vulnérabilité
par rapport à l'aléa sobriété, c'est l'inertie des infrastructures. C'est qu'en fait, on a des infrastructures qui sont faites pour durer plusieurs décennies et qui n'ont pas suffisamment, qui à l'époque restaient sur cette logique de croissance des volumes et du coup ne sont pas prêtes à encaisser cette réduction des consommations. Alors ça, c'est pour la partie constat. Mais une fois qu'on a... Qui est effectivement pas hyper enthousiasmante, hein. Désolé de plomber un peu l'ambiance. Ça paraît... Est-ce qu'il y a des solutions? Et notamment, on peut penser, au fond, quand les collectivités font ces investissements, il y a deux options. Soit elles font appel à des opérateurs, avec des concessions qui peuvent avoir des durées très longues, soit elles font elles-mêmes les investissements. Est-ce que, alors, commençons par les opérateurs. Quelles sont les solutions qui se dessinent vis-à-vis des opérateurs? Quand on a un contrat de prestation, de concession, de délégation de service public. Effectivement, c'est tout le message qu'on essaie de faire passer aux collectivités en disant en fait, vous avez des leviers en termes de sobriété, mais ils ne sont pas forcément là où vous le pensez. C'est-à-dire que oui, évidemment qu'il faut agir sur la demande, faire des campagnes de sensibilisation, modifier les règles, mais il vous faut aussi agir sur l'offre, investir votre fonction d'autorité organisatrice pour mieux prendre en compte cet aléa sobriété et ajuster le modèle économique de vos services urbains à cette évolution qui est à la fois un peu inéluctable et en tout cas nécessaire en termes de préservation des ressources. Donc, il y a deux leviers que je vais présenter rapidement. Il y a celui que vous disiez sur la contractualisation avec les opérateurs urbains qui gèrent ces services. Avec un moment clé qui se joue au moment de la négociation du contrat sur les hypothèses de projection des consommations. Et ce qu'on s'est aperçu en faisant l'étude, c'est qu'en fait, le plus souvent, on était sur des contrats où les projections de consommation étaient largement surestimées, alors que cette baisse, elle est déjà à l'œuvre dans un certain nombre de... Surestimer, ça veut dire qu'on peut estimer que ça augmente alors que ça stagne, ou alors on estime que ça stagne alors que la réalité c'est que ça diminue, voire on estime que ça diminue, mais la réalité c'est que ça diminue encore plus vite. Exactement. Il y a les trois configurations possibles, mais dans tous les cas, on arrive à un modèle qui se retrouve rapidement obsolète, puisqu'on n'a pas les recettes suffisantes pour absorber les coûts. Et du coup, nous, notre message, c'est de dire, en fait, partez sur des hypothèses plus crédibles, à défaut d'être plus volontaristes en termes de sobriété, pour voir jusqu'où les opérateurs qui répondent sont en capacité d'absorber cette érosion des consommations et cette sobriété. Comment vous allez évaluer autant la robustesse de leur modèle économique que sa performance en termes de coûts unitaires. Et c'est aussi derrière comment finalement on applique la même logique incitative aux opérateurs et de penser autant la rémunération incitative que la tarification incitative. C'est ce qu'on propose à travers la mise en place d'un fonds sobriété qui permet de décréter les surplus de recettes des opérateurs, en disant, et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs à Lille sur leur délégation d'eau. Ils sont partis sur un objectif de base qui était de dire notre objectif c'est de réduire de 10% la pression sur la ressource en eau. Et donc l'objectif qu'on donne à notre opérateur, c'est pas d'augmenter les volumes vendus, mais au contraire de les réduire. Et le fonds sobriété, c'est de dire, en fait, si vous vendez plus que ce qu'on avait convenu ensemble, les recettes ne vont pas pour l'opérateur, mais viennent alimenter un fonds sobriété qui permet à son tour soit de compenser le manque à gagner quand la sobriété sera là, soit de financer des actions pour encourager une sobriété plus forte et plus rapide. Alors sous nos yeux, nous voyons que vous avez fait un ensemble de préconisations, ça ne s'arrête pas là, alors on n'a pas le temps de rentrer dans chacune de ces préconisations, parce qu'il y a un autre sujet à aborder, là, c'est quand on a un opérateur, alors c'est facile, on va contraindre l'opérateur. C'est pas nous, c'est pas la collectivité, c'est juste notre prestataire à qui on va fixer un cadre, et c'est lui qui, au fond, va absorber cette maîtrise des consommations. Ce cadre, il n'est pas si simple à fixer, hein. Il demande notamment de la part des collectivités de monter en compétence sur ces hypothèses de consommation, parce que pour l'instant, on s'aperçoit que les collectivités laissent cette fonction aux opérateurs en disant on compte sur vous pour nous faire les bonnes projections, et là il faut monter en puissance. Okay, je comprends que c'est pas si simple que ça, qu'il y a un peu de boulot derrière pour aller construire le cadre. Mais je pense
au cas suivant, c'est-à-dire quand la collectivité investit elle-même. Et là, c'est, je l'imagine, encore plus compliqué. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand ce sont les propres investissements de la collectivité? C'est à la fois plus compliqué et c'est là où vous avez encore davantage de marge de manœuvre. En fait, nous, l'étude, elle sert aussi à mettre à l'agenda ce qu'on pourrait appeler la sobriété infrastructurelle. De dire comment les collectivités arrivent à être plus sobres dans leur parc d'infrastructures, notamment à travers l'outil programmation pluriannuelle des investissements. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les PPI, que vous êtes peut-être en train de préparer pour le prochain mandat, elles ont plutôt tendance à accélérer la fuite en avant en termes d'infrastructures, parce que là aussi, chacun vient pousser ses investissements, ici pour une nouvelle route, là pour un nouvel incinérateur, etc., en s'appuyant, là encore, sur des hypothèses de projets de consommation qui sont surestimées. Donc, le but est un peu d'inverser la tendance en repartant de projections plus sobres et plus crédibles, et pour voir comment on arrive à organiser soit la stabilisation, voire même la rétraction des infrastructures pour à la fois absorber cette réduction des volumes et surtout aussi pour tenir ce modèle économique en réduisant les coûts fixes d'une certaine manière. Et c'est ce qu'a fait Besançon sur les déchets. Alors là, ils nous ont parlé haut, mais ils ont aussi été assez moteurs sur les déchets avec la tarification incitative. Ils ont vu leur volume de déchets résiduels réduire de 40% en l'espace de 10 ans. Et le choix qu'ils ont fait, c'est du coup ils avaient leurs deux fours d'incinérateurs qu'il aurait fallu rénover, et en disant maintenant on va choisir de le démanteler complètement et de rendre ça possible en continuant à réduire les volumes. Et donc ça fait quand même une économie substantielle de près 60 millions d'euros. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que ces 60 millions d'euros qui n'ont pas été dépensés, ils sont comptablement invisibles. Et ils ne peuvent pas être remobilisés en dépenses de fonctionnement pour, une fois encore, couvrir le manque à gagner en termes de recettes d'exploitation ou engager d'autres dépenses qui seraient plus efficientes en termes de sobriété. Est-ce que ça vient mettre un point dans cette segmentation historique dans les budgets entre investissement et fonctionnement? Ça serait bien. Et c'est là-dessus qu'on compte aussi sur vous, parce qu'on voit que ce combat, il est loin d'être gagné, mais quand on parle de sobriété, on voit bien à quel point cette distinction entre fonctionnement et investissement, elle est un peu artificielle, voire même comment cette hiérarchisation est vicieuse. Là où on a tendance à considérer comptablement qu'une dépense à investissement est forcément vertueuse et qu'une dépense de fonctionnement, elle est toujours en trop, on voit bien qu'en termes de sobriété, c'est souvent le fonctionnement qui est la meilleure dépense d'investissement. Et ça, on a beaucoup de mal à le faire entendre à Bercy, auprès des différentes préfectures, mais même auprès des collectivités. Donc c'est là où il y a une mobilisation collective à organiser. Merci Nicolas. Alors comme le temps passe extrêmement vite, on va se tourner dès maintenant vers la salle. Est-ce qu'il y a des questions? On va les prendre tout ensemble. Première question ici. Peut-être pour aller regarder du côté des petites collectivités, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je précise par ailleurs que, parce que j'ai évidemment pas du tout le temps de détailler les petites préconisations qu'on a fait, que ce travail-là, comme le précédent que je vous ai présenté au début et dont je vous ai ramené les synthèses, tout est accessible en ligne sur le site de l'étude qu'on pourra vous transmettre après. On mettra dans le bilan de la journée, dans le compte rendu. Oui, René Varin, je suis élu à la communauté de communes de Mâconnais-Tourne-Joie et aussi au syndicat des eaux. Je ne partage pas entièrement ce qui est dit parce qu'il est extrêmement difficile pour une petite collectivité, un petit syndicat où vous avez 8000 abonnés, on ne peut pas travailler en régie parce qu'on ne sait pas faire, on n'a pas les moyens pour. Donc on est obligé de travailler avec des institutionnels qui sont Suez, Veolia ou d'autres, passer par des cabinets conseils pour faire des cahiers des charges. On est sur des réseaux il faudrait 100 ans pour renouveler le réseau, sur lesquels on a des fuites linéiques qui sont énormes, qui représentent 20% de la consommation d'eau, sur lesquels on a des contraintes fortes qui sont des contraintes de décarbonation de l'eau, très calcaire quand on puise dans la zone par exemple, et qu'on a des normes
à venir avec les PFAS et tout, dans lesquels il faut investir très lourdement, et on ne sait pas traiter ces problèmes-là, et on ne maîtrise pas. Donc le prix de l'eau, effectivement, on l'a scindé entre moins de 100, parce qu'on n'a pas fait des 30 000 cubes, parce que si on regarde la consommation moyenne des ménages, on est plutôt moins de 100 mètres cubes, de 100 à 200 et autres. On est en plus dans un milieu rural, ou semi-rural, où on a des grosses consommations liées au monde agricole. Je n'attaque pas le monde agricole, mais ils ont besoin d'eau. Donc on n'arrive pas à rentrer dans ce scénario-là, on ne pourra pas le faire. D'autre part, j'ai d'autres remarques. On a les fuites qui représentent 20% de la consommation. On a aussi quelque chose qui nous pose des soucis. En Allemagne, par exemple, on scinde les réseaux d'incendie d'eau des réseaux urbains. Nous, on utilise le même réseau. Alors, on n'a pas des incendies tous les jours, je suis d'accord. Mais si on scindait les réseaux, on pourrait aussi avoir des économies et des coûts différents. Voilà, donc c'est plutôt, je ne partage pas, je ne vois pas comment on peut optimiser nos coûts dans le contexte des petites entités. Donc vous partagez le constat, en revanche en termes de piste d'action, ça ne semble pas déclinable sur une petite entité. C'est pas déclinable, enfin, je vois pas comment on peut le décliner avec toutes les contraintes qu'on a, en plus les responsabilités qui arrivent au président du syndicat si on ne fait pas les analyses microbes et compagnie. On n'y arrive pas, donc on est forcément obligé de corréler en plus les grosses prestataires pour les eaux reversent au syndicat en fonction des consommations un budget qui permet de faire fonctionner le syndicat. Donc on ne s'en sort pas. Merci pour la question. Alors je ne vois pas d'autres mains levées. S'il y en a une, on la prend. Je vais vous demander du coup une question brève, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Jean-André Guillermin, France Nature Environnement. Dans la diapositive d'avant, là, vous avez dit qu'il faudrait remplacer le principe de continuité des services publics par une exigence de soutenabilité. Bon, parce que le principe de continuité, vous prenez l'eau potable, je reviens chez moi ce soir, j'ai plus d'eau au robinet, je vais pleurer tout de suite, quoi. Pareil pour l'énergie. Donc, vous pouvez mieux expliciter. Voilà. Une éventuelle troisième question. Pas de main levée. Ok, ça nous fait deux questions. Alors, pas des petites questions, hein. Ce point, comment, parce que Grand Besançon, plan de collectivité. Comment on fait quand on a 8000 habitants? Ce que vous dites, monsieur, est très juste et on l'a entendu de plein de petites collectivités. Nous, on ne se prononce pas du tout sur le débat sur est-ce qu'il faut que ça soit en régie ou est-ce qu'il faut que ça soit délégué à des opérateurs. On dit, quoi qu'il se passe, en fait, il faut, au moment où on établit et le contrat et le modèle économique du service, anticiper cette érosion des consommations comme un aléa présent et d'autant plus présent sur l'eau que la pression sur la ressource devient de plus en plus forte. Que vous soyez dans une petite collectivité ou dans une grande, pour le coup, la situation est valable avec des intensités variables selon la géographie, mais valable sur tous les territoires. Et donc, la question, c'est plutôt comment, au moment où vous avez cette discussion avec l'opérateur, on arrive à être plus ferme sur les... Vite, on a besoin de levier. Ah ben, on sait bien ça. La question, c'est comment on se saisit au maximum des leviers dont vous disposez. Et nous, ce qu'on observe, pour en avoir discuté avec pas mal de collectivités, c'est qu'un des leviers dont vous disposez potentiellement et qu'il s'agit de reprendre en main, c'est sur la définition des hypothèses de projection. Et que c'est là-dessus qu'il faut être à la fois plus solide et plus volontariste pour mieux intégrer cette question de la disponibilité de la ressource et les conséquences en cascade sur le modèle économique. Ce qui veut dire un message au cabinet de conseil que citait monsieur, pour que dans le cadre des appels d'offres, ce soit intégré. Il y avait une deuxième réaction. Alors, Jean-André Guillermin qui nous dit je rentre à la maison, c'est bien beau votre soutenabilité, mais si j'ai plus d'eau. Deuxième réponse sur la question de la continuité de service. Un des points effectivement qu'on a réalisé, c'était à quel point il y avait deux éléments structurants dans la négociation avec les opérateurs. Le premier, c'était le prix, le coût unitaire qui engendre par des économies d'échelle une pression sur les volumes. Et le deuxième, c'était la continuité de service. Ce qui va être déterminant pour évaluer la performance d'un opérateur, que ce soit l'eau, la gestion de la voirie, etc., c'est qu'il n'y a à aucun moment une rupture du service. Jusqu'au moment où il n'y aura plus d'eau à mettre dans les robinets. C'est ça le problème en fait. C'est que du coup, on
dépensent des sommes considérables pour organiser l'interconnexion des réseaux, pour faire que au moindre pépin, il n'y ait jamais de discontinuité, sans derrière organiser la soutenabilité à un moyen terme, mais un moyen terme qui devient de plus en plus un court terme, de garantir qu'on a la ressource naturelle suffisante pour assurer le service. Et donc nous, notre raisonnement, c'est de dire peut-être qu'il faut dépenser moins d'argent sur la continuité au quotidien et assumer, pour mieux l'anticiper et les gérer, des micro-ruptures de continuité, et de l'autre, mieux gérer la soutenabilité par une pression réduite sur la ressource. Une autre façon de formuler ça, en fait, c'est comment on a une meilleure gestion des pics et des pointes. Pour l'instant, on est dans un modèle du qui peut plus, peut moins, et donc on va dimensionner toutes nos infrastructures sur les consommations maximum. Et en fait, non seulement c'est pas vertueux en termes environnementaux, mais surtout c'est extrêmement coûteux. Et donc là, c'est plutôt de dire, peut-être qu'il faut diminuer le dimensionnement moyen et trouver des solutions d'appoint dans les situations de pic. C'est ce que nous racontait par exemple, je terminerai par là, la métropole de Montpellier, qui nous disait, nous, sur nos réseaux de chaleur et nos réseaux biomasse, en fait, on a repris la gestion des anciennes chaufferies gaz des bâtiments qui ont été raccordés, qui nous servent d'appoint secours quand on dépasse la capacité de production de notre réseau biomasse. Et donc, il n'y a pas d'infrastructure supplémentaire et il y a une capacité à gérer les pics à un coût réduit. Donc, c'est plutôt ce raisonnement-là qu'on invite les collectivités à reprendre à leur façon. Merci Nicolas, merci de venir partager avec nous ce constat. Voilà, vous voyez qu'on a fait et plusieurs exemplaires, c'est ça Nicolas? C'est ça. Ok. Les premiers arrivés, premiers servis, je comprends.